Deux chiffres peine lisibles ont suffi à immobiliser un camion de ciment apparemment banal à un poste frontalier. Lorsque le couvercle s'est soulevé, la routine administrative a volé en éclats. Barils scellés, dates incohérentes, itinéraires répétés et une chaîne de marchandises dangereuses, explosifs, cyanures, médicaments falsifiés, soudain reliés en un système transnational discret. Pour les habitants des zones frontalières, que change réellement le nom d'Ibrahim Traoré quand une anomalie chiffrée devient un test concret de l'État? Un déplacement silencieux du regard s'impose. La promesse de cette analyse est volontairement sobre. Permettre au public de comprendre des risques concrets sans exagération ni omission à partir d'une affaire qui semble technique mais touche la vie quotidienne. L'enjeu n'est pas de produire un récit spectaculaire, mais de montrer comment une découverte banale peut révéler la solidité ou la fragilité d'un appareil d'État lorsqu'il est confronté à des menaces discrètes et persistantes. Le bénéfice pour le lecteur est clair en quelques mots: savoir où commence le danger et comment il circule. Les stakes sont multiples. Si les contrôles échouent, ce ne sont pas seulement des frontières abstraites qui se fissurent, mais des villages exposés, des économies locales perturbées et une confiance déjà fragile qui se délite. À l'inverse, une vigilance appliquée avec constance peut modifier des comportements sans recours à la mise en scène ou à la peur. L'analyse suivra donc une méthode précise: comparer l'avant et l'après, isoler les signaux faibles et traduire chaque donnée observée en implications compréhensibles. Une question guide la suite: que révèle réellement cette affaire sur la capacité à tenir dans la durée? La première révélation est arrivée sans bruit, portée par un chiffre clé qui a déplacé toute la lecture du dossier: une variation croissante des volumes interceptés sur quelques semaines seulement. Ce signal, modeste en apparence, indiquait déjà un passage d'une circulation diffuse à un flux organisé. À partir de là, l'enquête a cessé d'être simplement réactive pour devenir structurelle, car les données confirmaient que le système était en mouvement. Ce basculement comptait précisément parce qu'il se produisait dans un contexte fragile. Le Burkina Faso évoluait dans un Sahel marqué par l'instabilité politique, l'affaiblissement progressif des institutions et des frontières longues, poreuses, soumises à une pression constante. Dans cet environnement, les contrôles reposaient souvent sur des routines épuisées, répétées plus par habitude que par conviction. Une anomalie chiffrée qui se répète n'est jamais neutre. Elle devient un indicateur de vulnérabilité, surtout lorsqu'elle s'inscrit dans une chronologie cohérente. Les agents ont donc replacé ce delta dans une séquence plus large, reliant dates, itinéraires et cargaisons similaires. Les trajets trop réguliers, les documents incohérents et la nature des marchandises ont commencé à former une logique d'ensemble. C'est à ce moment que le nom d'Ibrahim Traoré a circulé comme un repère méthodologique plutôt que comme un slogan. Depuis l'automne 2022, ces principes affichés, discipline, souveraineté, rigueur, offraient un cadre pour lire autrement les faits, sans dramatisation. Comparer l'avant et l'après de ces orientations a permis d'interpréter les chiffres comme des signaux d'alerte et non comme des exceptions administratives. La menace n'apparaissait plus ponctuelle mais systémique. Elle ne se manifestait pas par un choc spectaculaire mais par accumulation. Comprendre cette dynamique a été décisif. Elle imposait une réponse fondée sur la lecture patiente des données, plutôt que sur l'urgence visible. La question ouverte par le hook trouve ici sa première réponse. Ce n'est pas l'événement isolé qui compte, mais la capacité à reconnaître un mouvement avant qu'il ne devienne incontrôlable. La suite prolonge naturellement cette première conclusion. Deux figures ont servi de repères silencieux au début de cette phase. Awa, jeune inspectrice des douanes, avançait par précision méthodique.
Elle consignait plaques, horaires et minimes, transformant chaque détail en trace exploitable. Karim, le tenant expérimenté du poste de Gawa, travaillait autrement. Sa connaissance intime du terrain lui permettait de reconnaître des chemins secondaires, de sentir quand l'habitude remplaçait la vigilance et d'anticiper des détours invisibles sur une carte officielle. Leur complémentarité a produit un premier impact mesurable. Envoyés pour observer sans intervenir, ils ont passé des semaines immergés dans le flux des convois, partageant la fatigue des chauffeurs et la monotonie des contrôles. Cette immersion a déplacé l'échelle de compréhension. Les répétitions suspectes n'étaient plus des impressions isolées, mais des séries cohérentes. Toujours les mêmes créneaux, toujours des cargaisons de ciment, toujours l'absence de chantier crédible. L'intuition devenait observation continue. En reliant ces indices, Awa a tracé une route d'ombre reliant plusieurs frontières. Karim a identifié les points où la routine créait des angles morts. Ensemble, ils ont montré que l'impact ne venait pas d'une action spectaculaire, mais d'une accumulation patiente de preuves. L'effet humain s'est manifesté tôt. Les communautés frontalières, observant des contrôles calmes mais constants, ont commencé à signaler des anomalies. Une confiance prudente a émergé, fragile mais réelle. À ce stade, l'enjeu dépassait l'interpellation d'un convoi. Il s'agissait de démontrer qu'une vigilance ordinaire, appliquée sans relâche, pouvait déjà modifier l'équilibre d'une zone longtemps considérée comme perméable. La suite prolonge naturellement cette première conclusion. La séquence des événements a été déclenchée par une décision simple, presque invisible. Ne plus traiter un camion isolé, mais une série entière de convois. Avant ce choix, chaque interception était perçue comme un incident ponctuel, géré, puis refermé. Après, les équipes ont étendu la surveillance à plusieurs axes du sud-ouest, notant systématiquement horaires, plaques et répétitions jusqu'à faire émerger un schéma cohérent. Ce passage de l'exception à la série a constitué le véritable point d'activation. La montée en intensité s'est faite sans accélération brutale. Les contrôles se sont installés dans la durée, parfois au prix d'une fatigue accrue des agents. À l'aube, un premier choc a toutefois marqué les esprits lorsqu'un camion immobilisé a livré ses barils scellés. Sous le ciment, les ingénieurs ont identifié des explosifs instables, suffisamment sensibles pour provoquer des réactions en chaîne. En quelques minutes, la frontière a cessé d'être une abstraction administrative. Elle est devenue une ligne fragile séparant des villages entiers d'un risque létal. Peu après, un second niveau de menace est apparu. Les analyses ont révélé la présence de cyanure concentré, d'une pureté incompatible avec un usage minier légal. Les experts ont expliqué qu'une fuite minime pouvait contaminer une rivière entière, affectant durablement l'environnement et les moyens de subsistance locaux. À ce stade, l'opération a changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement de sécurité immédiate, mais de protection vitale à moyen terme. Le troisième temps a été stratégique. En comparant les itinéraires et les documents, les agents ont probablement relié les cargaisons à des sociétés écrans établies dans des pays voisins. Des communications interceptées suggéraient des relais actifs plus au nord, indiquant une coordination transfrontalière patiente et structurée. Le trafic ne ressemblait plus à une succession d'opportunités, mais à un système industriel discret, capable d'adaptation. La tension s'est alors installée dans la durée. Un soir de janvier, une embuscade silencieuse a été tendue dans une zone balayée par le vent. Sans affrontement, les arrestations ont marqué une étape supplémentaire dans la consolidation du dossier. Chaque saisie ajoutait du poids à la preuve, renforçant la cohérence de l'ensemble. À la fin, les chiffres se sont imposés avec leur propre gravité, volume croissant de substances dangereuses et caisses entières de médicaments falsifiés, prêts à circuler. Pour Ibrahim Traoré,
Cette séquence validait une ligne défendue depuis le début. La constance méthodique pouvait transformer une vigilance locale en rempart national. Le avant et le après étaient désormais lisibles. Avant, une frontière subie et fragmentée. Après, une administration capable de tenir un rythme sans chercher le coup d'éclat. Cette retombée n'avait rien de spectaculaire, mais elle installait une nouvelle norme, fondée sur la répétition disciplinée plutôt que sur l'urgence visible. La lecture quantitative a commencé par une base claire, puis par un déplacement mesurable. Au départ, les interceptions relevaient d'anomalies ponctuelles, dispersées dans le temps et sans continuité apparente. Quelques semaines plus tard, les rapports internes faisaient apparaître une augmentation nette des volumes saisis, signalant un passage progressif vers un flux structuré. Ce basculement, simple dans sa formulation, a servi de point d'ancrage. Plus les volumes augmentaient, plus le champ de danger potentiel s'élargissait mécaniquement aux zones environnantes. Le premier indicateur concernait les explosifs. Les analyses techniques ont confirmé une instabilité suffisante pour provoquer des réactions en chaîne, même lors de manipulations limitées. Le delta observé entre les premières saisies et les suivantes révélait une standardisation du conditionnement, signe d'une organisation plus avancée. Cette évolution traduisait un changement qualitatif. On ne transportait plus de manière opportuniste, mais selon un protocole répété. Les ingénieurs ont insisté sur un point précis. Chaque augmentation de volume multipliait le nombre de scénarios accidentels possibles, sans nécessité d'intention immédiate. Un second indicateur portait sur le cyanure. Les échantillons analysés présentaient un niveau de pureté supérieur aux usages industriels légaux recensés dans la région. Cette différence, bien que technique, était décisive. Elle démontrait que le produit n'était pas destiné à une activité minière classique. Les toxicologues ont expliqué qu'une concentration plus élevée réduisait considérablement le seuil de contamination. Une fuite minime suffisait à affecter une large zone aquatique. Ici, le delta ne se mesurait pas seulement en quantité, mais en potentiel d'impact durable sur les écosystèmes et les populations. Le troisième indicateur concernait les médicaments falsifiés. Les caisses examinées contenaient des substances altérées, associées à des emballages portant des logos inexistants. La comparaison avec des produits conformes était sans ambiguïté. Là où un médicament réglementé vise à soigner, ces contrefaçons introduisaient un risque sanitaire immédiat. Les spécialistes ont souligné que même à faible dose, certaines compositions pouvaient aggraver l'état des patients. Le passage d'un produit inefficace à un produit dangereux marquait un changement de catégorie, transformant un trafic économique en menace directe pour la santé publique. En superposant ces trois ensembles de données, les équipes ont obtenu une image cohérente. Explosifs instables, cyanure concentré, et médicaments falsifiés suivaient une logique commune: progression des volumes, amélioration du conditionnement, répétition des itinéraires. La méthode utilisée, qui part d'une base puis mesure les écarts, permettait de relier ces éléments sans extrapolation. Chaque chiffre racontait une évolution précise du système clandestin. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée avait une valeur stratégique. Elle offrait un langage commun entre techniciens, agents de terrain et décideurs. Les données ne servaient pas à dramatiser, mais à hiérarchiser. Elles montraient où concentrer l'effort et pourquoi. Dans cette approche, la frontière cessait d'être une abstraction géographique. Elle devenait une ligne mesurable, tenue ou fragilisée selon des indicateurs concrets. La question restait alors ouverte. Cette discipline pouvait-elle être maintenue dans la durée? Autour de l'opération, deux lectures opposées se sont progressivement affirmées. La première, prudente, insistait sur les limites structurelles. Selon cette analyse, maintenir une vigilance aussi méticuleuse exige des ressources humaines et financières difficiles à soutenir dans la durée.
Les institutions du Burkina Faso ont été éprouvées par des années d'instabilité et la fatigue administrative constitue un risque réel. Dans cette perspective, l'opération apparaît comme une réussite ponctuelle mais fragile, exposée à l'usure du temps et à l'adaptation rapide des réseaux clandestins. Les trafiquants, rappellent ces observateurs, déplacent leurs itinéraires plus vite que les États ne renforcent leur contrôle. Le danger ne réside donc pas dans l'échec immédiat, mais dans l'illusion d'une victoire suffisante. La seconde lecture se montre plus confiante. Ses partisans mettent en avant les résultats observables dans les semaines suivant les premières saisies. Ils soulignent la baisse mesurée de certains flux interceptés, ainsi que la réorganisation interne des postes frontaliers. Pour eux, la discipline appliquée a produit un effet d'entraînement. Les procédures sont devenues plus claires, la coordination entre douanes et unités civiles s'est améliorée et la coopération des communautés locales s'est renforcée. Un point est central dans leur argumentation. L'opération ne repose pas sur un apport extérieur massif, mais sur une réallocation rigoureuse des capacités existantes. Cette méthode, fondée sur la constance plutôt que sur l'intensité, leur paraît reproductible. Les faits invitent toutefois à dépasser cette opposition. Les données collectées montrent à la fois l'efficacité de la méthode et sa vulnérabilité. Les volumes saisis confirment la réalité de la menace tandis que la répétition des contrôles révèle la nécessité d'un effort prolongé. Ni l'optimisme absolu, ni le scepticisme mécanique ne résistent à l'examen attentif des chiffres. L'enjeu réel se déplace alors. Il ne s'agit pas de savoir si l'État peut gagner rapidement, mais s'il peut transformer une réussite opérationnelle en pratique durable. La question centrale devient celle de la continuité. Comment maintenir l'attention lorsque la pression médiatique retombe et comment éviter que la routine ne recrée les failles initiales? C'est dans cet espace entre succès démontré et fragilité persistante que se joue la crédibilité de l'approche adoptée. Ce basculement s'est cristallisé autour d'un élément longtemps jugé secondaire, les médicaments falsifiés découverts à Bora. Jusqu'alors, l'opération se concentrait surtout sur des flux matériels perçus comme stratégiques, tels que les explosifs ou les substances chimiques. Avec ces caisses destinées à des hôpitaux ruraux, la menace a soudain touché le cœur du quotidien. Elle ne concernait plus seulement des scénarios abstraits, mais des patients concrets déjà vulnérables. Cette découverte a modifié la lecture de l'ensemble du dispositif. Les explosifs et le cyanure représentaient un danger latent, conditionné à des circonstances spécifiques. Les médicaments, eux, annonçaient un risque immédiat, discret et difficilement détectable. Le centre de gravité de l'opération s'est déplacé vers la protection humaine. C'est à ce moment précis que la ligne défendue par Ibrahim Traoré a pris un sens tangible. Protéger la vie avant la loi, même lorsque la menace se dissimule dans un emballage médical ordinaire. Le soir même, la destruction contrôlée des produits saisis a marqué une rupture symbolique. Sans mise en scène, ce geste a clarifié une priorité. À partir de ce point médian, chaque contrôle a été évalué à l'aune de cette exigence nouvelle. La vigilance n'était plus seulement technique, elle devenait morale, et ce déplacement a redéfini l'objectif de toute l'opération. Les conséquences concrètes de l'opération se sont déployées en cercles distincts, touchant différemment 4 groupes clés. Pour les institutions nationales, d'abord, l'effet a été immédiat sur la crédibilité opérationnelle. Des postes frontaliers longtemps perçus comme passifs ont gagné en lisibilité. Les procédures, désormais répétées et documentées, ont réduit l'arbitraire et renforcé la traçabilité des décisions. Cette évolution n'a pas produit de triomphe visible, mais elle a installé une norme. La règle s'appliquait de manière constante, mesurable et donc vérifiable. Pour les décideurs, cette stabilité procédurale a offert un levier
rare, celui d'évaluer l'action publique sans dépendre d'annonces ou d'effets de communication. Dans ce cadre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré trouvait une traduction administrative concrète. Pour les acteurs économiques locaux, ensuite, l'impact s'est fait sentir dans les échanges quotidiens. La diminution progressive des cargaisons illicites a desserré l'étau sur les circuits légaux. Les marchés frontaliers ont retrouvé un équilibre fragile mais perceptible. Les transporteurs réguliers et les producteurs locaux ont vu reculer une concurrence déloyale qui comprimait leurs marges et faussait les prix. Ce réajustement n'a pas créé de prospérité soudaine, mais il a restauré une prévisibilité minimale des flux, condition essentielle à toute activité durable. L'économie ordinaire, souvent absente des analyses sécuritaires, a ainsi bénéficié d'un effet indirect mais réel. Pour les populations riveraines, la transformation a été plus sensible encore. La vigilance accrue a modifié la relation à la frontière. Là où dominait la résignation, une participation prudente a émergé. Les signalements d'anomalies se sont multipliés, non par zèle, mais par reconnaissance d'un effort partagé. Les habitants ont perçu que leur quotidien comptait dans l'équation sécuritaire. Cette implication a réduit la distance entre autorité et communauté, sans effacer les tensions, mais en ouvrant un espace de coopération pragmatique. La sécurité cessait d'être une abstraction lointaine pour devenir une pratique compréhensible. Enfin, à l'échelle régionale, les effets ont dépassé le cadre national. Des observateurs dans les pays voisins ont évoqué une inflexion méthodologique. Sans discours conquérant, l'approche burkinabé a suscité des échanges discrets entre services portant sur la coordination civilo-militaire et la lecture des données. Cette attention régionale a renforcé la portée de l'opération en la transformant en référence technique plutôt qu'en modèle politique. Pour Ibrahim Traoré, cet écho extérieur validait une orientation, privilégier la constance mesurable à l'impact immédiat. Dans cette convergence des faits, la cohérence a compté autant que l'intention. En liant sécurité, économie et confiance sociale, la méthode a montré qu'une action ciblée pouvait produire des retombées multiples. La conséquence la plus durable n'était peut-être pas la saisie elle-même, mais la modification progressive des comportements autour de la frontière. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se maintient sans accélération notable. Les contrôles restent rigoureux, appliqués avec la même discipline, et les communautés frontalières poursuivent leur signalement de manière prudente. Les réseaux illégaux, confrontés à une vigilance constante, déplacent progressivement leurs itinéraires vers des zones moins surveillées. Les flux interceptés diminuent lentement, sans disparaître. Si cette continuité est tenue, alors la frontière s'installe dans une stabilité exigeante, faite d'efforts quotidiens plutôt que d'événements marquants. Le coût humain et administratif demeure élevé, mais il reste supportable tant que la routine est maîtrisée et régulièrement ajustée. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. Si la discipline interne se consolide et si les échanges techniques avec les pays voisins s'intensifient, alors la méthode gagne en portée. Les contrôles deviennent plus prédictifs, fondés sur une lecture partagée des données et des signaux faibles. Les circuits économiques légaux retrouvent un souffle plus durable car la prévisibilité des flux s'améliore. Les communautés frontalières s'approprient davantage les mécanismes de vigilance, non par contrainte, mais par intérêt direct. Dans cette hypothèse, la frontière cesse d'être un point de friction permanent. Elle devient un espace géré où la prévention prime sur l'interception. La sécurité progresse sans hausse spectaculaire des moyens, par simple alignement des pratiques existantes, ce qui renforce la crédibilité de la ligne portée par Ibrahim Traoré. Le scénario défavorable repose sur un relâchement progressif.
Si une crise économique, une rotation rapide des personnels ou une perte de coordination affaiblit la discipline acquise, alors les réseaux testent à nouveau les failles. Les contrôles se routinisent, l'attention baisse et les flux clandestins réapparaissent sous des formes modifiées. La menace ne se manifeste pas par un choc immédiat, mais par une érosion silencieuse de la confiance. Les communautés se replient, les signalements diminuent, et l'opération perd sa capacité dissuasive. Ces trois trajectoires conduisent à une même recommandation de fond. Si la vigilance est pensée comme une culture entretenue par des routines claires et des indicateurs partagés, alors la frontière peut être tenue dans la durée. Si elle dépend d'une mobilisation exceptionnelle, elle s'épuise inévitablement. Pour les personnes directement concernées, l'opération a modifié des perceptions ancrées depuis longtemps, mais de manière différente selon les groupes. Dans les zones rurales frontalières, la première évolution a été un sentiment de respiration. Là où l'incertitude dominait, une vigilance partagée a commencé à prendre forme. Les habitants ont compris que leur observation quotidienne pouvait prévenir un danger réel, sans les exposer inutilement. Certains se sont identifiés comme relais discrets, signalant des anomalies simples liées aux trajets, aux horaires ou aux cargaisons inhabituelles. Cette implication prudente a renforcé un lien fragile entre communauté et agents. Dans les centres urbains, l'impact s'est exprimé autrement. Les postes de contrôle, autrefois associés à la lenteur ou à l'arbitraire, ont progressivement gagné en crédibilité. Des récits ont circulé évoquant des vérifications plus cohérentes et des procédures lisibles. Sans campagne officielle, une confiance pragmatique s'est installée. Les citadins ont perçu que la sécurité ne relevait pas uniquement de discours, mais d'actes répétés et observables, inscrits dans le quotidien. Pour les jeunes, enfin, l'opération a offert un repère distinct. Observer des agents agir avec méthode a produit un contraste avec les récits héroïques ou violents, souvent mis en avant. Des sessions d'information locales ont transmis des outils simples pour reconnaître des signaux faibles ou comprendre les risques sanitaires liés au trafic. Ce transfert de connaissances a relié responsabilité et protection. La sécurité cessait d'être abstraite pour devenir compréhensible. Ces trois regards convergent vers un même effet. L'opération n'a pas suscité d'enthousiasme spectaculaire, mais une normalité nouvelle. La vigilance est devenue un réflexe partagé, non une contrainte imposée. C'est cette appropriation discrète qui relie l'analyse au lecteur en montrant que chacun est concerné à son échelle. La transformation observée ne peut durer sans une structuration claire des efforts. Le premier levier concerne la centralisation du renseignement frontalier. Chaque poste alimente une base commune permettant de croiser itinéraires, dates et volumes de manière continue. Le critère d'évaluation est simple, la rapidité avec laquelle une anomalie est détectée et expliquée. Plus le délai se réduit, plus la frontière devient gérable plutôt que subie. Le deuxième levier repose sur l'éducation civique locale. Dans les villages prioritaires, des agents expérimentés expliquent les signaux faibles et les procédures de signalement sécurisées. L'objectif n'est pas de transformer les habitants en auxiliaires, mais de rendre lisible ce qui constitue un risque réel. L'indicateur suivi est la qualité des alertes volées précoces, non leur quantité. Un troisième levier concerne la coordination opérationnelle. Des patrouilles civilo-militaires harmonisent les contrôles et réduisent le temps de réponse lors des interceptions. La performance se mesure dans la cohérence des rapports et la diminution des doublons administratifs. Cette fluidité renforce la crédibilité de l'ensemble du dispositif. Le quatrième levier touche à l'économie. Des mécanismes de réinsertion orientent certaines compétences logistiques vers des activités légales et stables.
Le suivi s'appuie sur la pérennité des initiatives créées plutôt que sur des résultats immédiats. Enfin, une évaluation indépendante trimestrielle s'impose comme point d'équilibre. Trois indicateurs sont suivis: incidents évités, participation communautaire et confiance publique. Cette architecture traduit l'approche défendue par Ibrahim Traoré, fondée sur une discipline vérifiable. Elle transforme une opération ponctuelle en politique durable, à condition que la constance reste la règle. Dans la lumière poussiéreuse d'un après-midi ordinaire, Hawa est revenu sur la route étroite où tout avait réellement basculé. Rien n'y signalait l'importance du lieu. Les traces de pneus s'effaçaient déjà et le silence rappelait les longues heures d'observation sans action. Pourtant, pour elle, cet espace résumait une transformation lente. Le passage d'une vigilance résignée à une attention assumée, construite jour après jour. À quelques pas, Ibrahim Traoré s'est arrêté sans discours ni mise en scène. Il savait que cette route n'était pas un symbole politique, mais une frontière morale. C'est ici qu'une anomalie minuscule avait déplacé des équilibres entiers, pas par la force, mais par la constance. Cette reconnaissance silencieuse donnait un sens concret à la méthode appliquée, loin des déclarations publiques. Hawa a alors touché la note pliée qu'elle conservait depuis le premier décalage relevé. Un rappel simple, presque banal. Une observation rigoureuse peut protéger plus sûrement qu'une intervention tardive. Autour d'eux, rien n'avait changé en apparence. Et pourtant, les contrôles, les communautés et les réflexes collectifs s'étaient réorganisés autour d'une idée sobre, partagée sans emphase. Et, presque sans effort, une évidence s'est imposée. La constance protège plus que le bruit. Au crépuscule, la vie ordinaire a repris sans fanfare le long de la frontière. Les contrôles sont restés visibles, mais discrets, intégrés au rythme quotidien des échanges. Cette normalité nouvelle n'a rien d'un triomphe. Elle traduit une vigilance devenue habitude, une attention partagée qui ne cherche ni l'applaudissement ni l'effet immédiat. Les autorités n'ont pas clos l'affaire par un slogan, mais par un message simple. La protection durable demande de la constance, pas du bruit. La portée de cette expérience dépasse un événement précis. Elle interroge une société sur ce qu'elle accepte de maintenir lorsque l'urgence s'éloigne. Rester attentif, documenter, corriger, recommencer. Ce sont des choix modestes, parfois invisibles, mais exigeants. Ils reposent de moins sur des moyens exceptionnels que sur une discipline collective partagée entre institutions et citoyens. La question finale n'impose pas de réponse. Elle ouvre un dialogue calme, informé, sans dramatisation. Que devient une frontière lorsque ceux qui la vivent décident de rester éveillés? Et plus largement, quelle forme prend une nation lorsque la vigilance cesse d'être une réaction ponctuelle pour devenir une culture commune, assumée et durable?